Alors, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité, et bien sûr d'abord Philippe Conrad. Donc, je voudrais effectivement évoquer avec vous cette question de la repentance en essayant, au fond, de me placer, comme le fera d'ailleurs Bernard Lugan tout à l'heure, dans la perspective, au fond, d'un historien universitaire. On parlait tout à l'heure, justement, de la question de la recherche historique, et je crois que en la matière, les historiens ont un certain nombre de choses à dire. Et je voudrais commencer ce propos en rendant un hommage public et appuyé à quelqu'un dont je fus proche et qui a été en la matière un pionnier absolument incontestable. Je pense à Daniel Lefebvre et à son livre tout à fait passionnant que la jeune génération ne connaît peut-être pas nécessairement mais qu'elle doit lire, qui s'intitule « Pour en finir avec la repentance coloniale ». C'était un livre qui est paru en 2006 et à la suite de ce livre, nous avions organisé à ce qui s'appelait à l'époque l'Université de Metz un grand colloque sur le thème de l'Europe face à son passé colonial et nous avions montré, un de mes collègues messins est dans la salle en train de nous écouter, il y avait participé et nous avions justement essayé de montrer que cette question de la repentance coloniale n'est pas forcément et sûrement pas uniquement un problème français, mais qu'elle est bien davantage un problème européen. Alors, dans les premiers mots de son ouvrage « Pour en finir avec la repentance coloniale », Daniel Lefebvre soulignait l'importance de l'entreprise à l'œuvre de ceux qu'il appelait les repentants. Alors, qui étaient les repentants pour Daniel Lefebvre? Ces repentants étaient ceux qui entendaient, au fond, révéler la nature de l'État colonial, nature entre guillemets, et non pas en écrire l'histoire. Le résultat, pour Daniel Lefebvre, que je cite, était un roman noir du colonialisme, dont Daniel Lefebvre d'ailleurs soulignait qu'il pourrait tout aussi bien être contrebalancé par un livre blanc qui serait d'ailleurs pas forcément plus intéressant, qui ferait une apologie sans la moindre distance de la colonisation. Et ce qui me paraît important ici, c'est de montrer que ce thème de la repentance coloniale, il intervient à un moment bien particulier qu'a commencé d'ailleurs un petit peu à indiquer Philippe Conrad tout à l'heure dans son introduction, c'est-à-dire au fond la fin véritablement du XXe siècle et tout particulièrement la fin des années 1990. Car au fond, les historiens peuvent être parfois excellents, comme celui que je vais citer, Daniel Rivet, spécialiste du Maroc et spécialiste de la colonisation, mais parfois, quand ils parlent du présent, ils peuvent se tromper. Et Daniel Rivet, en 1992, dans la revue XXe siècle, donc 1992, c'est une date effectivement importante, pointait ce qu'il appelait le retrait apparent de l'épisode colonial. Et je vais vous lire une ou deux citations de ce texte qui est très intéressant parce que ça va vous montrer où nous en sommes, je dirais, 25 ans plus tard. Voilà ce qu'écrivait Daniel Rivet. Je le cite. « Le temps des colonies et l'épreuve de la colonisation s'éloignent de nous irréversiblement. Irréversiblement. Les passions refroidissent inéluctablement. Aux historiens d'aujourd'hui, donc on est en 1992, il appartient de prendre parti et d'en tirer la conclusion qu'on est enfin sorti des dialectiques de la célébration et de la condamnation du fait colonial qui a si longtemps et si profondément biaisé l'écriture de son histoire. » Et Daniel Rivet ajoutait « Qu'il soit néo ou anti, à ou post-colonial, l'historien de chez nous n'a plus à expier ou à s'autodéfendre. À accuser ou à s'excuser. Notre passé colonial s'est suffisamment éloigné pour que nous établissions avec lui un rapport débarrassé du complexe d'arrogance ou du réflexe de culpabilité. » C'était écrit il y a 25 ans. Vous voyez un petit peu où nous en sommes. Alors, la question, évidemment, se pose de savoir
Ce qui a bien pu se passer entre le début des années 1990, où ce texte est rédigé, et encore une fois par un historien universitaire tout à fait éminent, et le début des années 2000, marqué par les débats et les polémiques, en particulier sur, entre autres, on pourra y revenir, le célèbre article 4 sur le rôle positif de la colonisation à partir donc de la polémique de la loi, enfin du projet de loi de février, de la proposition de loi pardon, de février 2005, qui elle-même entendait réagir face à toute une série de polémiques et de discussions nées notamment autour du thème de la repentance, mais aussi de la pénitence. Philippe Conrad citait effectivement Pascal Bruckner et son célèbre « Le sanglot de l'homme blanc », mais Pascal Bruckner, si je puis dire, avait récidivé en 2006 en publiant « La tyrannie de la pénitence, essai sur le masochisme occidental ». Donc on est sur des textes qui remontent à 10 ans et vous voyez qu'on est sur quelque chose de comparable. Alors, que peut-on, au fond, souligner ici pour essayer de comprendre certaines choses et de comprendre comment on en est arrivé là? Je dirais que sur le plan méthodologique, il y a sans doute un premier élément qui est très important. Ce premier élément qui est très important, c'est la question de l'effacement de la chronologie et des anachronismes. Tout à l'heure, Philippe Conrad en parlait justement par rapport à une perspective plus générale qui était celle de l'histoire de France. Cette question de l'effacement de la chronologie, cette question du poids des anachronismes, il joue à plein évidemment dans le sujet qui nous occupe. Il joue à plein dans le sujet qui nous occupe, en particulier lorsqu'il s'agit, dans le cadre de ce qu'on appelle des études post-coloniales, de réfléchir sur la question, d'ailleurs parfaitement légitime, des continuités ou non entre la situation coloniale et la situation post-coloniale. Mais réfléchir, évidemment, sur la question des continuités possibles ou non, ne signifie nullement, évidemment, postuler d'une analogie entre les deux situations. Là, je cite en particulier une politiste, Marie-Claude Smuts. Il ne s'agit pas donc de postuler une analogie entre les deux situations, de faire de la reconnaissance des zones d'ombre d'une passé coloniale une question de repentance et de réparation. Et bien entendu, il ne s'agit pas non plus de tout mélanger en amalgamant la situation coloniale avec tous les débats sur les discriminations dont seraient victimes un certain nombre de Français d'origine arabe ou africaine, tout ça sur fond de débat sur l'ethnicisation. Dans ces conditions, si vous voulez, il y a véritablement à revenir sur l'importance de cette chronologie, l'importance qu'il y a également à se défier de tout anachronisme, parce que si vous ne vous défiez pas de l'anachronisme, d'abord, vous ne faites pas d'histoire, mais surtout, vous risquez de réécrire une histoire. Et de réécrire une histoire qui est en réalité assez éloignée de l'histoire telle qu'elle a pu être écrite, et je dirais sur un plan scientifique. Je pense en particulier, et là si vous lisez le livre de Lefebvre, vous aurez toute une série d'exemples, je pense en particulier par exemple sur la façon dont l'histoire de l'Algérie ou de la guerre d'Algérie a pu être écrite et répétée récemment. Je pense en particulier, et là, je vais citer le président algérien, Bouteflika, qui effectivement nous explique que l'occupation, donc la présence, de la France en Algérie, c'est une occupation. Les harkis sont des collabos, donc vous voyez bien le lien évidemment avec l'Allemagne de Hitler, et puis qui conclut, c'est un texte de 2005, qui ne se souvient des fours de la honte installés par l'occupant dans la région de Guelma au lieu-dit El Hadj Mabrek. Ces fours étaient identiques aux fours crématoires nazis. Et de même, la conquête de l'Algérie a pu être également, sous certaines plumes, au fond comparée
à ce qui était le préalable des génocides européens du XXe siècle. Donc il y a ici un amalgame, évidemment, et une absence de mise en contexte tout à fait saisissante. Autre élément important sur lequel je voudrais insister, c'est la question des mémoires et de leurs implications dans la construction d'un discours historique. Et là, c'est tout à fait frappant par rapport aux années 1990. Car c'est véritablement à ce moment-là que se développe sans doute le plus, autour des années, fin des années 90, début des années 2000, la profusion, au fond, de mémoires différentes qui prétendent qu'elles seules devraient hériter du passé colonial et qu'elles seules sauraient, et là je cite l'historien Jean-Pierre Rioux, elles seules sauraient en conter l'histoire vraie. Et là, évidemment, il ressort que pour des historiens professionnels, des universitaires, il est évidemment inconcevable de considérer que ce soit la mémoire qui puisse écrire l'histoire. À l'inverse, l'historien considérera qu'il lui revient de prendre en compte évidemment les phénomènes mémoriels, mais pour en écrire l'histoire. Cela étant, cette diversité des mémoires, cette opposition des mémoires, c'est une affaire, évidemment, qui a été largement étudiée et qui, en même temps, montre qu'il y a, évidemment, dans l'espace public, des distinctions opérées, notamment sur le plan médiatique, entre des mémoires qui sont jugées légitimes et d'autres qui n'auraient pas le droit de citer. Et je me permets de revenir un instant sur un sujet qui m'a beaucoup occupé et qui continue bien sûr de m'intéresser de près, la fin de l'histoire de l'Algérie française, l'histoire de l'OAS et tous les débats, toutes les polémiques d'ailleurs, nées sur un certain nombre de monuments, de lieux de mémoire qui ont pu être érigés ou qui ont voulu être érigés à cette occasion, qu'il s'agisse de stèles ou qu'il s'agisse également une histoire assez douloureuse que certains ont peut-être en tête, qui concernait la question du mur des disparus à Perpignan. Alors, dans ces conditions, question d'anachronisme, question de poids des mémoires, on se retrouve évidemment, quand on est historien, à la croisée de chemins parfois difficiles. Et s'ajoute à cela, troisième élément qui me paraît très important, la question des lois mémorielles et l'irruption des politiques voulant se préoccuper de l'écriture de l'histoire. Et là, les années 2000 ont été, avant la loi de février 2005, particulièrement importantes en la matière, avec la législation sur le génocide arménien. La France reconnaît publiquement le génocide arménien, certes, mais à partir de là, évidemment, la question de l'historiographie se pose, la question sur la traite et l'esclavage, et bien sûr, tous les débats sur l'aspect positif de la colonisation dont je parlais tout à l'heure. Alors, dans ces conditions, si vous voulez, le début des années 2000 avait effectivement été marqué par une véritable ébullition et par une multitude de polémiques, notamment sur l'esclavage, dont Bernard Lugan parlera peut-être par rapport à notre collègue Pétré Grenouillot, etc., qui s'est retrouvé mis au banc des accusés. Et le résultat de tout cela, c'est que cette question coloniale, depuis toutes ces années, loin d'être apaisée comme l'espérait Daniel Rivet, est devenue de plus en plus sensible à l'échelle de la France. Cela étant, et je vois Philippe qui me fait un signe, je vais terminer en insistant sur, malgré tout, la dimension européenne du sujet. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que nous ne sommes pas seuls, si je puis dire, dans cette affaire, pour au moins deux raisons. D'abord, parce que le processus de colonisation a été un processus européen. De même que le processus de décolonisation a également été un processus européen. Et si un certain nombre de pays d'Europe, jusqu'à présent, ont été sans doute moins affectés par tous ces débats sur la repentance coloniale, notamment sans doute du côté de la péninsule ibérique, même si les choses peuvent changer un petit peu,
d'autres pays que nous y ont été directement concernés. Je prendrai ici pour conclure 2 ou 3 exemples pour bien me faire comprendre. Premier exemple extrêmement intéressant, et je prends tous ces exemples dans les années 2000, bien entendu, 2000 et suivantes. Les polémiques, par exemple, liées en Allemagne, revenons à l'Allemagne, avec les débats autour du massacre des Herero en Afrique, massacre qui est intervenu en 1904. Massacre intervenu en 1904, qu'un certain nombre d'écrits ont voulu transformer au début du XXIe siècle, au fond, en un génocide qui aurait été, au fond, l'amorce du génocide nazi des années 40. Ce qu'il est intéressant de noter ici, c'est 2 choses. D'abord, c'est que beaucoup d'historiens avaient travaillé sur ce massacre des Herero qui n'avait rien de nouveau pour qui s'y était déjà intéressé. Deuxième élément extrêmement intéressant, c'est que ce massacre, il était déjà largement connu des contemporains en Allemagne au début du XXe siècle et qu'il avait suscité une multitude de polémiques. Et ce que je voudrais souligner ici, c'est que ce que l'on retrouve en Allemagne, on le retrouve en Italie, avec tous les débats sur les conséquences de la colonisation italienne en Éthiopie, mais également en Libye, avec le problème des réparations. Et je conclurai en disant que le pays qui sans doute a été le plus proche de nous dans cette histoire est la Belgique. Nos voisins et amis belges ont été les plus en ligne, les plus mis en avant dans cette affaire, au point que certains ont pu écrire en France que la France était le seul pays européen, avec la Belgique, à s'être délibérément rangé du côté d'une nostalgie coloniale et d'un oubli institutionnalisé. Alors je cherche un petit peu l'oubli pour ma part, mais effectivement en Belgique, il y a un certain nombre de thématiques qui reviennent et qui reviennent régulièrement. Sur le cas de Léopold, roi génocidaire, et là, ça renvoie évidemment à des polémiques que l'on connaissait déjà au début du XXe siècle, les choses ne sont pas si nouvelles. La question de la commission Lumumba et de l'assassinat et des conditions de l'assassinat du dirigeant congolais des années 60. Et encore, si certains avaient la curiosité de regarder l'article assez drôle d'ailleurs de notre collègue Francis Ballas sur les conséquences inattendues produite par la projection du film Indigène en Belgique, il découvrirait que les Belges eux-mêmes ont cherché des indigènes qui, dans leur cas, étaient difficiles à trouver. Dans ces conditions, et pour conclure, je terminerai en vous disant que cette question, effectivement, de la repentance coloniale, loin d'être un phénomène français, même si elle a, cette repentance coloniale, un certain nombre d'aspects bien particuliers qui sont ceux de notre histoire, elle est en même temps un phénomène européen, ce qui implique, pour mieux le saisir, de l'aborder à partir d'échelles différentes et de ne pas hésiter, par conséquent, à pratiquer une sorte d'histoire, pour reprendre un jargon historien d'aujourd'hui, une sorte d'histoire connectée, mais en gardant évidemment au cœur de la préoccupation les nations qui nous concernent. Je vous remercie. Merci monsieur pour cette explication autour de l'arme politique.